7h41, il est chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. On sait qu'au cours des dernières élections, il avait l'intention à chaque fois de pouvoir ravir un comté quelque part. Malheureusement, la situation s'est pas présentée, mais là, ce sera peut-être le cas lors de cette élection partielle du côté de Lévis, où on avait déjà d'ailleurs fait une entrevue là-dessus, où il a décidé d'emboîter le pas. Bon matin, M. Pouliot. Bon matin. Comment ça va? Ça me fait très bien. Ça va très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être en studio ce matin. C'est agréable de voir des politiciens qui prennent le temps de se déplacer. C'est avec plaisir. Des fois, c'est pas toujours évident. Parti conservateur, vous êtes là depuis, ça va faire bientôt 2 ans, 3 ans? Ça va faire 1 an et demi que je suis chef du parti, ouais. 1 an et demi. Ouais. Est-ce qu'on va arriver, selon vous, à un moment donné, à prendre un comté à quelque part où les gens trouvent... tu sais, au Québec, on a une partie de la population qui est... Comment je dirais, on a peur un peu des fois d'aller trop vers la droite. Là. On nous a tout tellement dit que Maurice Duplessis, c'était pas beau, c'était pas gentil. Est-ce qu'on est prêt? Non, moi je pense que oui. C'est-à-dire que la réponse que j'ai, par exemple, à Lévis est très bonne. Les gens, je dirais généralement, les gens en ont assez. C'est un peu ça mon thème de la campagne, c'est les gens en ont assez. Ils en ont assez des impôts, ils en ont assez du gaspillage, ils en ont assez des ballons politiques qui sont lancés. Mais ils cherchent quelque chose. Ils regardent les libéraux. Bon, les libéraux, c'est fédéraliste, c'est supposé être la stabilité. Sauf qu'ils se disent, ouais, mais c'est eux autres qui nous ont mis dans le trouble où on est actuellement. Avec tout ce qu'on a vu à la commission Charbonneau, on associe ça souvent aux libéraux. Exactement. Puis au niveau économique, on dit que les libéraux sont supposés de bien gérer la province, sauf que sous M. Charest, la dette a augmenté de 50 %, les impôts. Est-ce qu'ils vont tenir le culotte? Là, on a Yves Bolduc qui nous parle de la possibilité de peut-être couper les commissions scolaires si on va pas voter aux élections scolaires, mais peut-être, c'est encore un ballon selon vous? C'est le festival du ballon. Là. C'est un peu décourageant parce que on aurait pensé que ces gens-là arrivaient, c'est quand même des gens d'expérience, sont supposés de savoir où est-ce qu'ils s'en vont, mais de fait, quand on regarde le programme politique du Parti libéral, il n'y a pas grand-chose. Et les libéraux ont été élus cette année, ils n'ont pas été élus là-dessus. C'était vraiment un vote référendaire contre le PQ, contre le référendum, la possibilité de tenir un référendum. Et là, les libéraux s'amassent au pouvoir, puis ils sont comme, oh, ben là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on lance un paquet de ballons et... C'est sûr qu'il faut mieux gérer l'économie, mieux gérer les finances publiques, mais je pense que la façon que les libéraux le font, c'est pas la bonne façon. Ils se garochent à gauche et à droite, ils essaient n'importe quoi. Et ce qui va arriver, c'est que, oui, on va peut-être couper les dépenses, mais on va couper les services. Et moi, je pense qu'il y a moyen de faire intelligemment, de couper, mais d'augmenter la qualité et la productivité. Monsieur Barrette dit que lui, il va couper sans atteindre les services. Est-ce que vous le croyez pas? Non, je le crois pas. Écoutez, je pense que c'est la 5e réforme. Il y a à peu près une réforme à tous les 10 ans dans la santé. Thérèse Lavoie-Roux dans les années 86-87, Marc-Yvan Côté, Monsieur Garon, je pense ensuite... Monsieur Rochon, qu'on n'a pas oublié. Oui, Monsieur Rochon. Ouais. Ensuite, Monsieur Couillard qui a fait sa propre réforme. Et là, Monsieur Barrette. Et c'est tout simplement de la structurite aiguë. En fait, ce que le Parti libéral ne fait pas, c'est de se poser la question suivante. Quel est le rôle de l'État? Qu'est-ce que l'État doit faire? Puis qu'est-ce que l'État ne doit pas faire? Et là, l'État devrait être un assureur, devrait financer les services publics, mais il n'est pas obligé de livrer les services, il n'est pas obligé de donner la prestation. Tu sais, mettons, vous vous assurez là, avec, je ne sais pas s'ils sont annonceurs chez vous, non, mais mettons Bel Air Direct ou un assureur, n'importe quel assureur. Vous avez un accident de voiture. Ben, c'est pas l'assureur qui répare votre voiture. Il vous donne un chèque, puis vous allez au garage pour faire réparer votre voiture. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne ferait pas la même chose, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau de l'école? Un système privé assurable, par exemple, si on parle du système de santé. Oui, ou prenons par exemple les commissions scolaires, puis tout ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut financer les commissions scolaires qui, elles, décident où va l'argent dans les écoles? Pourquoi est-ce qu'on ne financerait pas les parents? Donnons l'argent aux parents, un bon d'éducation, une carte prépayée, et eux magasineront leur école, puis choisiront où est-ce qu'ils veulent aller. C'est la même affaire dans la santé. On regarde actuellement dans la santé, les hôpitaux sont... Je regarde là, à Lévis, là, l'hôpital de Lévis, ils reçoivent un chèque au début de l'année. Okay. Là, peu importe là, qu'il soit bon, pas bon, propre, sale, que la nourriture soit mangeable ou non, qu'il y ait du site difficile, qu'on attende 1 heure ou 25 heures à l'urgence... C'est toujours le même montant. C'est toujours le même montant.
Alors, nous, ce qu'on dit, c'est l'argent devrait suivre le patient. Comme l'argent devrait suivre l'étudiant, l'argent devrait suivre le patient. Et là, le directeur général de l'hôpital de Lévis, quand il va vous voir entrer à l'hôpital, là, vous ne serez pas une dépense, vous allez être un revenu. Parce que là, on voit souvent des citoyens de Lévis venir ici se faire soigner à l'hôpital de Montmagny. Parce que d'un, l'hôpital à Montmagny est propre, puis ça va vite. Et je dis pas ça pour lui faire plaisir parce qu'ils sont dans notre cours. Tout le monde qui a l'occasion d'aller à Montmagny voit que l'urgence, 45 minutes, puis la plupart du temps, t'es passé, que ça va plus rapide pour à peu près tout, et l'hôpital est propre. Sauf de plus en plus, c'est un secret qui est de moins en moins bien gardé. On a plein de gens de Lévis qui arrivent, mais ils n'ont pas le chèque qui va avec, là. Ça, c'est vraiment un bon exemple. C'est exactement ça. C'est que l'hôpital de Montmagny est pénalisé parce qu'il est bon. Parce que là, lui, son budget n'augmente pas. Puis l'hôpital de Lévis est comme récompensé parce qu'il est pas bon. Les gens s'en vont. Alors, ça marche pas. Tu sais, ce qu'il faudrait, c'est que le directeur général de l'hôpital de Montmagny soit récompensé et voit son budget augmenter à mesure qu'il y a plus de clients. Et que l'hôpital de Lévis, lui, se fasse dire, écoute, tu fais pas une bonne job, là. Les gens s'en vont, sont écœurés d'attendre. Il va falloir que tu fasses quelque chose parce que nous, on va couper ton budget. Alors, laissons les parents décider, laissons les patients décider. C'est ça un peu, nous, notre approche, c'est de responsabiliser les gens puis de donner le pouvoir aux contribuables, à l'utilisateur, plutôt que le pouvoir soit concentré dans les mains des bureaucrates. Pour ce qui est des dépenses de l'État, on va tout de suite parler des infrastructures parce que on a beaucoup parlé ici du fameux tunnel ou pont potentiel qui pourrait y avoir un troisième lien Rive-Nord, Rive-Sud. On sait que c'est un coût astronomique. Quelque chose qui, à la base, dans l'état des finances actuelles, on n'a peut-être pas les moyens de se payer. Sauf qu'on paye des colisées à la Ville de Québec. Hein. Ça n'aurait pas été mieux de payer un pont ou un tunnel entre les deux rives qui aurait fait tourner l'économie? Ben, on revient encore à qu'est-ce que l'État devrait faire puis qu'est-ce que l'État doit pas faire. Et pour moi, clairement, les infrastructures, ça, c'est un rôle important de l'État. Et moi, j'ai lu l'étude de TechSult de décembre 1999. Là. Madame Jones, libérale, avait inventé une étude là, récemment, mais elle existe, l'étude de TechSult de 99. Moi, je pense que d'abord, il faut la mettre à jour. Je comprends pas pourquoi le ministre des Transports, M. Poitiers, le ministre libéral, veut pas au moins investir. Je sais pas, moi, combien ça peut coûter une étude, là, mais c'est pas... Ben, il parle de quelque chose comme 5 millions qui apparaît, selon moi, une espèce de goutte dans l'océan des finances publiques quand on regarde les autres projets, d'autant plus qu'ils devront probablement chiffrer beaucoup plus élevé que ça pour la réfection du pont de l'île d'Orléans. Exact. C'est peut-être l'occasion de s'assurer que c'est bien fait, là, le pont de l'île. C'est peut-être mieux une jetée qui pourrait éventuellement s'en aller plus tard si on décide de faire un tunnel. Et ça pourrait changer la perception de ce qu'on devrait faire pour les gens de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans de l'autre côté, là. Oui, d'abord, ça a un impact économique important. Deuxièmement, c'est peut-être 1 million, je sais pas combien ça coûte. Ça coûtera pas le 20 millions que le premier ministre Couillard a annoncé pour examiner une troisième fois si on devrait avoir une voie de chemin de fer dans le nord pour voir si on va déplacer du minerai. On sait déjà, il y a déjà eu 2 études qui ont dit que ça c'était pas nécessaire. Là, M. Couillard dépense 20 millions pour en faire une autre. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être dépenser 1 million ici pour remettre l'étude de TechSult à jour. Et bon, on verra combien ça va coûter. Les technologies ont changé depuis quand même 15 ans. Les méthodes de construction, les matériaux de construction ont changé. Il y a des nouvelles technologies. Ça va peut-être coûter moins cher que ce qu'on pense. Si ma mémoire est bonne, à l'époque, on parlait de quelque chose comme 850-900 millions pour faire un tunnel. Oui, mais là, ça fait quand même 16 ans. Là, alors, il faut remettre ça là, à jour. c'est plus un milliard point quelque, probablement. Mais nous, on le ferait en PPP, là. Donc, le contribuable ne serait pas à risque. Et les automobilistes, les camionneurs, je pense, ils verraient leur profit. Je veux dire, une région comme Québec devrait avoir une autoroute de contournement, comme toutes les grandes capitales mondiales. Et ça veut dire, donc, si vous êtes élu député de Lévis, vous allez appuyer la Chambre de commerce de Lévis dans ce dossier-là? Absolument. OK. Demain matin, Adrien Pouliot est élu député pour le secteur de Lévis. Il arrive du côté de l'Assemblée nationale. Comment vous voyez votre rôle, là? Vous êtes un député parmi une grande assemblée. Il y a les péquistes d'un bord, les caquistes de l'autre, 2-3 Québec solitaires. Puis là, whoop, le conservateur qui est là. Oui, évidemment, j'ai 2 rôles. Hein. Quand j'arrive là, je suis député de Lévis. Alors, il y a des dossiers
de Lévis qui doivent être avancés. On a parlé du 3e lien. Je pense qu'il y a plusieurs dossiers qui sont intéressants et qui méritent l'attention des ministres. Le développement de la tête des ponts, ce qui se passe ça, l'Innoparc, la traverse de Lévis. Il y a tout un aspect touristique de la traverse de Lévis qui est sous-exploité, d'après moi. Il y a toute la question, évidemment, de la raffinerie, le pipeline, tout ça. Il faut défendre les intérêts, les intérêts économiques des Lévisiens. Alors donc, il y a toute une gamme de dossiers locaux. Mais je suis là aussi comme chef du Parti conservateur du Québec. Et là, mon objectif, c'est d'utiliser la plateforme parlementaire qui est donnée aux députés pour faire avancer des idées de droite économique qu'on n'entend pas, dont on n'entend jamais parler à l'Assemblée nationale. Ce que je disais tantôt, quel est le rôle de l'État? Je lisais hier, par exemple, qu'en Australie, ils ont comme fermé l'équivalent de leur Emploi Québec, puis ils ont tous sous-traité ça. OK, mais tu sais, wow. Alors, qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde? Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on livre les services? Ici, on vit dans une espèce de bulle un peu nationaliste, dans le sens où on pense que la nation, tout ce qu'on fait est bien. Moi, je suis pas un nationaliste, je suis un patriote. J'aime ma patrie, mais je suis conscient qu'on peut s'améliorer puis qu'on peut mieux faire les choses. Alors donc, mon rôle de chef à l'Assemblée nationale du Parti conservateur du Québec, ça va être d'apporter ces idées-là, de challenger les partis traditionnels qui sont toujours de centre-gauche ou de gauche, de regarder des solutions de marché de droite économique qui sont moins coûteuses et souvent rendent des meilleurs services. Alors, il y a moyen, il est possible de baisser l'implication de l'État, de diminuer le rôle de l'État et de rendre de meilleurs services quand on se sert de l'entreprise privée ou quand on fait du... Quels sont les ministères ou du moins les organisations de l'État qui, selon vous, devraient être coupées ou devraient être revues? Est-ce qu'on peut rentrer la SAQ là-dedans, par exemple, au niveau... La liste est longue. Mais en fait, moi, j'appliquerais le test des pages jaunes. OK. Le test des pages jaunes, ça consiste à dire si un service qui est rendu par l'État, qu'on peut retrouver dans les pages jaunes, okay, on devrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est l'État qui rend ce service-là et non un fournisseur privé. Alors, je donnais tantôt l'exemple d'Emploi Québec. Bien, si vous allez sur les pagejaunes.ca et que vous tapez « Recherche d'emploi », disons, à Montréal, il va y avoir 467 fournisseurs de services qui vont servir. Alors, pour aider les gens à se trouver de l'emploi, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit des fonctionnaires qui fassent ça? Pourquoi est-ce que c'est pas l'État qui engagerait le privé pour aider les chômeurs et les assistés sociaux à se trouver de l'emploi? C'est ça qu'on fait en Australie, puis c'est un grand succès. L'OCDE a dit que c'était une des raisons pour lesquelles le taux d'emploi en Australie était si élevé. Alors, donc, qu'est-ce qui peut être fait par le privé? Parce qu'on sait d'expérience que le privé est la plupart du temps plus efficace. Et c'est parce qu'il y a un objectif de profit. Il faut dire, c'est correct, les gens font des profits, mais ils vont checker leurs affaires, ils sont propriétaires de leur entreprise. Alors que les fonctionnaires, puis j'ai rien contre les fonctionnaires, mais ils n'ont pas l'incitatif. Ils ne sont pas récompensés s'ils font attention à leurs dépenses. Ils ne sont pas pénalisés s'ils ne font pas attention. Alors, c'est ça l'idée, c'est vraiment de... Ou sont toujours récompensés, peu importe ce qui se passe. C'est ça. C'est l'impression qu'on a, en tout cas. Si on prend, par exemple, la SAQ, c'est un excellent exemple. La SAQ, on devrait avoir de la concurrence avec la SAQ. On devrait permettre à Walmart de vendre du scotch. Il n'y a aucun... Je vois pas pourquoi est-ce que si on est capable de le faire chez Publix en Floride, où ils vendent du vin et de l'alcool, pourquoi est-ce que Walmart ou Costco ou Couche-Tard ne pourraient pas faire ça? Et les mettre en concurrence et voir si c'est vrai, parce qu'on nous dit que les conseillers de la SAQ sont extraordinaires, puis ils sont bons, puis ça, ben, on va voir si c'est vrai. Et en plus, pour éviter que l'État perde des revenus, on s'assure que les bouteilles d'alcool qui sont vendues par Walmart ou Couche-Tard, qu'il y a une taxe là-dessus. Là, qui est prélevée. Qui est prélevée pour pas que... Un peu comme sur l'essence, finalement. Oui, c'est ça. Hydro, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'il y a des coupures à... Hydro, vous savez, Hydro, c'est un peu triste parce que
Ça a déjà été vraiment une fierté, hein, la fierté du Québec. On nous fait encore à croire que c'est le plus grand des fleurons, alors qu'Hydro est plus sur une pente descendante que d'autres choses. Oui, c'est bien triste, ça. Claude Garcia, qui est le président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, a fait une longue étude, une centaine de pages, en comparant la performance de Hydro-Québec à des entreprises nord-américaines dont les actions sont cotées à la bourse, donc on peut voir leurs chiffres. Et je vous dirais, là, c'était désolant. C'est désolant de voir comment Hydro est inefficace. C'est un monstre. Ils ont 2 fois plus de clients. Ils ont 2 fois plus d'employés par client. Leurs coûts sont 2 fois plus élevés que les autres entreprises. Parce que Hydro est devenu finalement une espèce d'entreprise de patronage. Et Hydro est devenu aussi, et ça c'est triste, est devenu une espèce de marionnette du gouvernement. Quand on regarde les éoliennes, par exemple, c'est pas une décision du patron d'Hydro-Québec. Il me semble que des fois, ce serait plus facile de faire un chèque à la municipalité qui a les éoliennes que d'aller les bâtir. Hein. Absolument. Et donc, Hydro-Québec est devenu une espèce de marionnette des politiciens pour acheter des votes. Et c'est très malheureux parce que ça fait que ces coûts-là sont... On pense que c'est la faute d'Hydro-Québec, mais de fait, c'est les politiciens qui font ça. Alors, Hydro-Québec, il faut changer la façon de réglementer. De façon à ce que, demain, on dise à Hydro-Québec, on va te donner des augmentations de tarifs limitées à, mettons, la moitié de l'inflation. Puis le reste, il va falloir que tu augmentes ta productivité. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut réserver la production d'électricité à Hydro-Québec par un monopole. Je ne vois pas pourquoi n'importe qui veut partir un barrage à quelque part, on ne pourrait pas le faire. D'ailleurs, on a des entreprises québécoises, Boralex par exemple, qui bâtissent des usines ou des barrages hydroélectriques partout à travers le Canada, mais au Québec, ils n'ont pas le droit. Et c'est des gens qui ont beaucoup d'expertise. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là ne pourraient pas le faire? Donc, il faut déréglementer, encore une fois, mettre de la concurrence dans la production. J'ai un chroniqueur, moi, qui me disait ou qui suggérait qu'on place 49 % d'Hydro-Québec en bourse. Est-ce que ça pourrait... Je dirais que c'est ça que certains pays ont fait. On sait qu'en Angleterre, ils ont fait ça. Ils ont divisé leur Hydro-Québec en 3 parties. La production... le transport et la distribution. Nous, on pense que le transport pourrait probablement être privatisé, coté à la bourse. Moi, personnellement, je serais d'avis qu'on pourrait même donner une partie des actions d'Hydro-Québec transport à tous les Québécois. Et ça ferait que la partie transport serait en concurrence et donc les producteurs, si disons Boralex se construisait un barrage hydroélectrique à quelque part, là, il pourrait utiliser le réseau de transport de cette compagnie privée-là pour transporter son électricité. Actuellement, étant donné que le transport se fait par Hydro-Québec, si Boralex est en concurrence avec Hydro, j'ai l'impression qu'Hydro va dire « Oh, là, j'ai pas de place dans mon réseau de transport pour transporter mon électricité. » C'est pour ça qu'il faut probablement séparer le transport. Mais donc, de la concurrence dans le plus de domaines possibles, tout en continuant à avoir un État qui finance les services publics. Ça, c'est correct. Ça n'empêche pas que, par exemple, en santé, tout en continuant à avoir du financement public, on devrait aussi permettre d'avoir un réseau parallèle privé pour ceux qui ont les moyens de se payer de l'assurance. D'ailleurs, l'assurance, aujourd'hui, c'est illégal. On n'a pas le droit de s'assurer en santé pour des services qui sont couverts par la RAMQ. Moi, je permettrais ça. Et je permettrais des hôpitaux privés. Prenons, par exemple, à Québec, les cliniques Lacroix. Oui. Bon, ils ont 6 cliniques, je pense. C'est un docteur qui a du succès, Marc Lacroix. Bon, Marc, là, il est obligé de faire des opérations qu'on appelle des opérations d'un jour. Dans le sens où tu rentres là, puis il faut absolument que tu sortes de là par tes propres moyens le soir. Oui, parce que sinon, c'est considéré comme un hôpital, ça marche pas. Là, parce que le patient va coucher dans un lit, dans une chambre où il y a une TV, là, ça devient une hospitalisation. Et là, c'est un hôpital. Et là, ça, c'est défendu. Mais pourquoi est-ce que Marc Lacroix, qui est capable d'opérer du monde, ne pourrait pas avoir 3 chambres d'hôtel à côté de sa clinique? Je veux dire, c'est-tu si compliqué que ça, opérer une chambre d'hôtel, là? Puis s'il n'est pas capable, bien qu'à soutrer ça à Holiday Inn. Mais pourquoi est-ce que Marc Lacroix ne peut pas faire ça? Il n'y a rien de magique à ça, là. Mais non, là, c'est le tabou de l'hôpital privé. Mais on peut imaginer un système de santé, pas à 2 vitesses, mais à 50 vitesses,
comme en alimentation, on a un choix incroyable, des petites boutiques, des grandes surfaces, le métro, le Costco, le Walmart. Parce que là, on a l'impression qu'au lieu d'améliorer la gamme de services pour tout le monde, que là, on veut y aller avec la médiocrité pour tout le monde. Tout le monde sur un point égal. Et les services privés sont inaccessibles et on nous dit souvent que ben vous savez, là, c'est parce que les gens, s'ils commencent à mettre de l'argent, ils vont vider leur portefeuille pour sauver un proche. Mais quelqu'un qui veut faire ça, il a juste aller aux États-Unis puis il va le faire. Là. Tu sais, je veux dire, moi, si demain matin, j'ai 150 000 pour soigner un enfant qui a le cancer, puis je pense que le traitement va fonctionner, je vais aller aux États-Unis puis je vais le dépenser, mon 150 000. Là. C'est pas le fait de me protéger ici en n'ayant pas de réseau privé qui va m'empêcher de dilapider mon argent si je veux m'en servir pour sauver quelqu'un, puis je pense que ça peut réussir. Souvent, l'argument qu'on nous sort, les gens vont dépenser leur argent dans le privé. Ben, d'abord, là, on console le système public, là. Tu peux avoir un système parallèle privé pour ceux qui le veulent. Alors, donc, on continue à garder le système public qui, probablement, serait désengorgé s'il y avait un système privé parallèle. Est-ce qu'on irait avec un système, vous seriez en faveur d'un système privé assurable? C'est-à-dire que si, aller voir le médecin, c'est 50 $, en tout cas, du moins, c'est ce qu'on évalue, mettons, dans le public. Ben, si je vais au privé, l'assurance maladie paiera le 50 $, moi, je paierai la différence? Oui, ça, c'est possible aussi. Hein? On voit ça, par exemple, dans les pays européens, où en Suède, par exemple, on dit oui, on paye le médecin dans le public 50, on va payer le médecin dans le privé 50, puis si il demande 60, ben toi, tu auras déboursé 10. Ça, c'est une alternative aussi. Et d'ailleurs, on voit ça aussi dans les écoles en Suède, où on dit, en Suède, la façon que ça fonctionne, c'est un peu comme je disais tantôt, au lieu de donner la subvention aux commissions scolaires, on la donne aux parents. Alors, par exemple, disons, à l'élémentaire, mettons, on va vous donner à vous 6 000 pour envoyer votre enfant à l'école. Puis là, vous magasinez. Vous pouvez envoyer à l'école privée ou publique. Puis, ça se peut qu'au privé, on charge 6 500. Et là, vous déboursez 500 de plus. Ouais. Alors, ça, c'est toutes des façons d'améliorer la productivité de l'État et d'améliorer les services à la population, puis de baisser les coûts. Les gens pensent que c'est impossible, mais c'est possible. Moi, j'ai eu une entreprise de télécommunications qui appartenait au Fonds de solidarité, que j'ai acheté du Fonds de solidarité. Puis en l'espace de 5 ans, j'ai augmenté la productivité de 40 % avec les mêmes employés, la même convention collective, le même syndicat. Ça se fait. Mais il faut gérer. Il faut que ça soit géré par le privé. Parlant de télévision, on fait quoi avec une patente comme Télé-Québec? Ben, Télé-Québec, moi, il faut reviser la mission. Moi, je pense que, on est rendu dans un environnement tellement éclaté maintenant. On a combien de choix de postes de télévision sur le câble et sur l'Internet. Alors, je pense vraiment qu'il faut repenser Télé-Québec. Si le gouvernement veut absolument se mêler de ça, moi, je pense que ça ne devrait pas, là, mais pourquoi est-ce que, par exemple, le gouvernement ne pourrait pas aller voir Radio-Canada et dire: je vais vous acheter 2 heures par jour de temps d'antenne. Okay. Mettons de 4 à 6. Et je vais prendre un certain nombre d'émissions qui sont à Télé-Québec actuellement, puis je vais les diffuser sur Radio-Canada, puis je vais fermer Télé-Québec. Il y a moyen de réfléchir à d'autres solutions que de simplement dire: on a une antenne, il y a quasiment personne qui écoute ça, ça coûte 65 millions par année. Alors, encore une fois, c'est une question de trouver des solutions innovatrices qu'on n'entend pas à l'Assemblée nationale. Puis c'est ce genre de solution-là que je vais apporter à l'Assemblée nationale comme chef du Parti conservateur du Québec. Puis je compte sur les gens de Lévis pour m'amener là. Tantôt, on parlait un peu des autres partis, puis disait qu'on est dans le contexte de la télévision. Ça fait beaucoup jaser la présence de M. Péladeau, qui veut être, évidemment, chef du Parti québécois. Et là, il y a toute la question de savoir, lorsqu'on est chef d'un parti, qu'est-ce qu'on doit posséder? Est-ce qu'on peut avoir un réseau de télévision, un réseau de câble? Quel devrait être le cadre, selon vous, de tout ça? Ben, je pense qu'il faut faire la distinction entre le fait d'être un député et un ministre. Puis actuellement, la loi fait ça. Mais alors, comme député de Saint-Jérôme, peut-être que M. Péladeau peut conserver ses actions, les mettre peut-être en fiducie sans droit de regard. Mais j'ai vraiment la difficulté à imaginer là, que le premier ministre du Québec, mettons là, que M. Péladeau est élu chef, puis mettons, horreur, que le PQ revient au pouvoir. Je peux pas croire là, que M. Péladeau, même dans une fiducie sans droit de regard, là, puisse être propriétaire d'un des médias les plus importants au Québec. Là. Ça, je suis pas capable d'imaginer ça. Bon, s'il reste député de Saint-Jérôme, là, c'est peut-être moins grave, mais à un certain point, il y a une perception d'indépendance qui est perdue.
les journalistes, ils vont tous se dire, mon Dieu, si M. Péladeau revient ici, puis... on l'a trop brassé. On l'a trop brassé. Alors, c'est ça l'inquiétude, je pense. Et je suis un peu surpris. Tu sais, M. Péladeau, c'est sûr qu'il a pensé à ça, là. Je peux pas croire qu'il n'a pas pensé à tout ça, là. Alors, donc, je suis un peu surpris de voir toute cette discussion-là. M. Péladeau devrait tout simplement dire, ben, voici ce qui arrive si je deviens chef du PQ, voici ce qui arrive si je suis élu comme premier ministre de la province. Il a dû, effectivement, planifier. Il me semble, M. Péladeau, il est quand même stratégique. Il a dû faire une certaine planification, c'est de savoir où il veut l'amener. Oui, voilà. Hein? Alors, c'est de savoir où il veut l'amener. Donc, vous êtes prêts pour cette élection dans Lévis. Avez-vous fait, M. Pouliot, un peu de porte-à-porte du terrain là, Oui, beaucoup de porte-à-porte. La chose que j'ai le plus de difficulté à faire, c'est d'avoir un débat avec les autres candidats. Tout le monde semble vouloir s'esquiver. M. Paradis, Mme Jones, ils sont... Il n'y a personne qui veut venir débattre avec moi. Mais sur le terrain, la réponse est bonne. Les gens de Lévis sont... Bon, on sait qu'on est dans un terreau fertile pour les conservateurs fiscaux au niveau fédéral. Ouais. Et on sent que on est dans une situation un peu différente que l'élection générale qui a viré finalement un peu comme une élection référendaire. Les gens de Lévis, ce qu'ils doivent se poser comme question, c'est... Bon, ça va-tu changer quelque chose si j'élis une libérale? La réponse est non, parce que M. Couillard est déjà au pouvoir. Ça va-tu changer quelque chose si j'élis un caquiste? La réponse est non, parce que le caquiste qui va être élu, il va suivre la ligne de parti du chef de la CAQ, qui est déjà à l'Assemblée nationale, M. Legault. Mm-hmm. Par contre, si les Lévisiens élisent Adrien Pouliot à l'Assemblée nationale, là, ça fait une grosse différence, parce qu'il y a un nouveau chef d'un nouveau parti politique à l'Assemblée nationale qui va tirer à droite et qui va s'assurer que les caquistes sont consistants dans leur message plutôt que d'aller à gauche et à droite comme ils font actuellement, et que les libéraux vont aussi livrer la marchandise comme qui disent qu'ils vont le faire, au lieu de lancer des ballons qui vont vraiment être pris à partie par quelqu'un comme moi qui va défendre le contribuable. Alors, donc, ça peut changer la dynamique de l'Assemblée nationale. Puis évidemment, ben, une fois qu'il y a une personne à l'Assemblée nationale, ben, là, je vais être au débat des chefs en 2018 et donc ça va changer toute la dynamique. Est-ce que vous pouvez comparer ça aux gens de l'autre bout du spectre, justement le Québec solidaire qui a maintenant 3 députés et qui représente la gauche de la gauche, là. Est-ce qu'à ce moment-là, Adrien Pouliot pourrait représenter la droite du Québec? Oui, exactement. Et l'impact de Québec solidaire est démesuré au niveau médiatique par rapport au poids qu'ils représentent. Là. Ils sont 3 à l'Assemblée nationale sur 125, mais ils ont de l'écoute, ils ont beaucoup de temps d'antenne. Alors moi, mon objectif, c'est justement d'être là et d'être, si on veut, ça a fâché certaines personnes quand j'ai dit ça, mais d'être le Amir Kadir de la droite. Donc, de pouvoir utiliser la presse parlementaire de façon constante et consistante pour amener ce message de conservatisme fiscal dont on a besoin au Québec. Est-ce que vous avez des appuis un peu des gens au fédéral? Est-ce que vous avez des échos de gens du Parti conservateur fédéral, des fois qui vont vous dire « Adrien, on va t'appuyer » ou c'est vraiment... Ben, je dirais que oui, de façon privée, oui. Okay. Il y a des sénateurs et des députés conservateurs qui m'appuient. Maintenant, bon, il y a toujours une certaine réserve, là, un peu normale, parce que, bon, le gouvernement fédéral ne veut pas se mêler des élections provinciales. Mais, donc, je dirais que oui, il y a un appui. Il n'y en a pas au niveau du terrain. Mais je pense qu'au niveau moral, là, disons qu'il y a, oui, il y a un appui de certains conservateurs qu'on connaît bien, mais ces gens-là, évidemment, veulent se mêler de leurs choses et veulent pas s'impliquer là, dans l'élection provinciale. Là. Ben, M. Pouliot, on va vous souhaiter bonne chance. On se reparlera peut-être d'ici l'élection ou par la suite. Ben, j'espère vous reparler comme député de Lévis. Ben, on va vous le souhaiter. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Adrien Pouliot, donc, qui se présente à Lévis. Bon, ses adversaires, on le sait, il y a Mme Jones du côté des libéraux et il y a François Paradis du côté de la CAQ. Et on se tue pour le PQ. Puis on dirait que ça tombe dans l'oubli, ça, PQ, Québec solidaire, tout ça. Je veux pas...